Bonsoir, vous êtes en direct sur Radio Pieds Nus et West Track. Dans votre émission Trappeurs urbains, ce que LH cache ou les mystères du Havre. Eh oui, il y a 60 ans maintenant, le bombardement n'a pas suffi à effacer la mémoire du Havre. Il reste sur les gravats des histoires entre poètes perdus, curés punk et restaurants hype. De Danton à Sainte-Adresse nous ont posé des pièges à loups dans tous les quartiers de la ville pour traquer les oubliés, les disparus, les figures extraordinaires. On a donné carte blanche à un groupe de jeunes chercheurs de l'Institut de Midoff. Isabelle, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Nous allons commencer notre déambulation dans le mystérieux Havre par le quartier Saint-François. Vous nous donnez quelques précisions, Guillaume ? Alors le quartier Saint-François, c'est un quartier survivant. Et oui, c'est le seul à avoir survécu au bombardement de 1944. Alors à l'origine, c'est un quartier breton, une enclave bretonne qui appartenait à l'origine à la Bretagne. Alors d'ailleurs, les gens un peu hype du quartier Saint-François ne le nomment pas Saint-François, comme tout bon nouvel arrivé. Non, il le nomme SF, un peu comme San Francisco. Voilà, ça donne un côté un peu plus trendy. Il faut aussi rajouter que c'est le quartier des restaurants. Ah oui, savoyards, étrangers, même un bar d'origine australienne, tenu par des Australiens. Donc c'est vraiment toute une faune exceptionnelle dans ce quartier. Nous allons donc commencer avec le reportage de Pierre, Ella et Eline qui ont voulu tester le Koujira, le dernier restaurant à la mode, et percer les secrets de son succès. Nous allons les suivre dans leur sanglante enquête. Avez-vous déjà entendu parler du Koujira ? Ce restaurant franco-japonais du centre du Havre défraye la chronique en raison des files impressionnantes de personnes espérant y obtenir une table. Nous sommes allés y jeter une oreille ce vendredi soir. Je m'appelle Charles-Henri et j'attends devant le Koujira. Je suis arrivé à 16h, là il est 18h. Il n'y a plus qu'une dizaine de personnes devant moi, je pense que j'aurai une table du coup. Mais pourquoi faire la file si longtemps, Charles-Henri ? Pour la baleine. La baleine ? Bah ouais, la baleine, il y en a une qui s'est échouée lundi sur la plage d'Octeville et c'est le seul restaurant de Normandie où on peut en manger. Et ça fait super longtemps que je veux goûter le tartare de baleine. La chasse à la baleine est pourtant mondialement interdite depuis le moratoire de 1982. D'où vient alors cette viande ? Ella s'est plongée dans les archives pour étudier les différents cas de baleines échouées sur les plages normandes au cours de l'année écoulée. Le lundi 9 mars 2015, une baleine de 15 mètres est découverte échouée dans le grand canal du port du Havre. On conclut d'après ses blessures que l'animal serait mort après avoir frappé la coque de plusieurs bateaux. Pourtant, aucun signalement de ce genre n'a été observé par le centre opérationnel de sauvetage. Lors de ces recherches, un nom revient sans cesse, celui de l'association Coessin, un organisme chargé de disposer des cadavres de baleines échouées. L'association Coessin, appartenant au Réseau national échouage, prend les choses en main et effectue des analyses avant que l'état de décomposition ne soit trop avancé. À cette occasion, plusieurs kilos de viande sont retirés de la dépouille, et bien qu'aucune source précise ne mentionne ce qu'il est advenu du corps, l'association Coessin affirme avoir immergé la carcasse pour éviter tout risque biologique. Le 25 novembre 2016, c'est un cachalot de 14 mètres qui est retrouvé sans vie sur les rives de l'estuaire de la Seine. Une fois encore, l'association Coessin s'occupe de l'intervention. Le cachalot est dépouillé de sa dentition en ivoire à 5 000 € le kilo. Sa viande est débitée en plusieurs tronçons pour analyse, puis son corps disparaît en vertu du bon développement des écosystèmes marins. Un an plus tard, presque jour pour jour, le dimanche 26 novembre 2017, un requin pèlerin est retrouvé sur la plage du Havre. Sans queue, ni tête. Ce requin est un mystère. Contrairement à la baleine et au cachalot, les requins coulent. Il est donc impossible qu'il ait trouvé la mort au large et se soit échoué naturellement sur la plage. En clair, si la chasse à la baleine est formellement interdite, sa consommation est en zone grise. La viande d'une baleine morte de cause naturelle pourrait théoriquement être vendue, à condition que les profits soient reversés à une association sans but lucratif, ayant pour objectif de préserver la faune marine. Une association comme Coessin. Coessin, c'est une association, ouais, mais il n'y a pas de volontaire.
Moi, je suis pas un volontaire, je suis salarié. J'ai été recruté par Éric Pelletier avant qu'il devienne le président. Et maintenant, ça fait 6 ans que je pèse les baleines et que je les vois se faire découper jour après jour. L'homme que vous entendez est un ancien employé de l'association Coessin, qui a accepté de nous livrer son témoignage anonymement. Même les flics sont dedans. Quand les cachalots s'échouent sur la plage, ils nous appellent immédiatement. Officiellement, c'est danger biologique, risque d'explosion, venez. Et on perd pas une minute. On prend une pelleteuse, de la glace, des bennes et on les charge. S'il leur reste des dents, on les arrache et on se partage l'ivoire. Ça a été le cas pour le cachalot échoué à Port 2000 en 2016. Cet homme est formel. Si Coessin a bien des activités de protection de la faune marine, celles-ci ne sont qu'une façade à son véritable cœur de métier, la vente illégale de viande de baleine. Et sur le contrat, c'est marqué noir sur blanc. Secret professionnel, clause de confidentialité, toute la paperasse à signer, sinon tu sautes. Ils rigolent pas avec leur image. Généralement, la flotte en ramène une, souvent elle est morte, harponnée dans tous les coins, dans le dos, au-dessous du ventre, à la tête. On dirait qu'elle a fait la guerre. Si vraiment t'es naïf, au début tu peux croire que les bêtes sont mortes naturellement et que tous ces harpons, c'est juste pour la tirer. Mais ça arrive qu'elles soient encore vivantes. À l'agonie, mais vivantes. Alors faut l'achever avant qu'ils la sortent du filet parce que même si l'antitane, pour peu qu'elle bouge, le filet se casse et bam. 30 tonnes qui s'écroulent, même sur du béton, ça fait un dégât monstre. Du coup, on fait ça comme on peut. Généralement, on lui enfonce une barre en acier jusqu'à qu'elle soit raide. C'est horrible. C'est horrible. Nous avons retrouvé Philippe Pelletier, président de l'association Coessin. Il a tenu à exprimer un droit de réponse. Ce que vous me faites écouter là est un enregistrement qui contient des accusations très graves, des accusations très fantaisistes, et rien ne prouve que cet homme a travaillé avec notre organisme. L'association Coessin vise à préserver la faune marine, en particulier les cétacés. Je peux vous assurer que chacune de nos interventions se fait exclusivement dans le cadre de la loi et dans un intérêt écologique. Lorsque j'insiste sur la question de la viande vendue en ce moment même au Koudjira, M. Pelletier perd son sang-froid. Combien de porcs sont abattus chaque jour ? 69 000. Alors quand bien même nous revendrions de la viande de baleine, est-ce que vous imaginez combien de personnes pourraient être nourries en tuant un seul individu ? Puis qu'est-ce que vous cherchez à prouver ? Mais revenons donc à ce vendredi soir, au Koudjira. Il est 19h passé et la salle est pleine comme un œuf. Charles-Henri, enfin attablé devant son tartare, nous fait part de ses impressions. La baleine, ça a le goût de foie de veau, et poisson faisandé aussi, un peu entre les deux. Comme le caviar, j'en mange parce que c'est cher. Ouais, c'est dégueu. Alors Isabelle, ça n'a pas plu à notre ami Charles-Henri, mais les Havrais ne sont pas les seuls à manger de la baleine. Je connais de sources sûres que les Japonais la dévorent sous forme d'un hamburger. Oui. Un petit pain, la petite tranche de salade, la petite tranche de tomate, boum, le petit hamburger, le petit steak de viande de baleine. Sans bois, merci. Et donc, après avoir exploré les profondeurs avec cet animal marin, remontons un petit peu à la surface pour nous diriger vers les entrailles d'une autre entité, mais cette fois de béton et d'acier, le tunnel Jenner. Le tunnel Jenner, que tous les Havrais connaissent évidemment, qui a pris son nom du quartier où il se trouve, le quartier Jenner, et qui a surtout été, lors de la Seconde Guerre mondiale, le théâtre d'un drame terrible. Et c'est sur ce théâtre-là que nous allons revenir, puisque c'est là qu'est née, n'est-ce pas, cette figure du mystère de Muet de 44. Et oui, cet homme mystérieux apparaît donc à cette période. Donc, petit contexte, 5 septembre 1944. Alors, voilà, la ville du Havre est impitoyablement bombardée par les Anglais. Et oui, 2 jours plus tôt, les Allemands étaient sommés de se rendre et refusent. Ils proposent à l'ennemi britannique de faire évacuer les civils. Alors les Anglais écartent la proposition et des milliers de Havrais moururent sous les bombes entre le 5 et le 11 septembre 1944, exactement. Dont 600 réfugiés, 600, Isabelle. C'est dramatique. Dans le tunnel Jenner. Alors, dans ce refuge devenu piège mortel, alors que les éboulements successifs ferment les 2 issues du tunnel, pris au piège.
apparaît la figure. Notre homme mystère de ce soir dit le muet de 44. Exactement. Alors, pour faire un peu la figure du type, grand, massif, élégamment vêtu d'un manteau de laine épais et noir, strié de rouge, l'écharpe de laine crème autour du cou, cet homme mystérieux est mentionné pour la première fois dans un document exceptionnel, inédit à ce jour, retrouvé en 2011 dans les archives de la ville du Havre. Alors, nous avons retrouvé un document inédit, une lettre d'un manutentionnaire de 56 ans. La lettre dit ceci. « Ma chère Odette, nous sommes prisonniers du tunnel Jenner. J'ai attaché cette lettre à la patte de Poussinette dans l'espoir qu'elle permette au secours de venir à temps nous tirer de ce mauvais pas. Un grand homme, vêtu d'un manteau noir strié de rouge pomme d'amour, propose à chacun d'entre nous de donner ses effets personnels et tout objet de valeur contre la vie sauve. Il dit connaître un passage, une porte secrète qui conduirait vers une 3e sortie. Il écrit sur une ardoise qu'il éclaire avec son briquet. Il semble muet. Ses yeux d'un vert étrange me glacent le sang. J'ai refusé de le suivre, mais 30 d'entre nous lui ont donné jusqu'à l'or de la couronne dentaire. Viens vite nous sauver, ton mari qui t'aime, Gaston. » Je crois qu'il existe un second témoignage. Ah oui, alors, un témoignage encore plus troublant tiré des écrits personnels d'une certaine mademoiselle Rebecca Ortiz, qui décrit une scène datée du lendemain, du 6 juin 1944. Donc j'ai aperçu une grande silhouette ce matin. Il faisait très clair. Elle était noire, presque rougeâtre, et d'autres l'ont suivie. Une 30aine. Il semblait sorti de nulle part, d'un trou dans la terre, près de la mare aux cochons de Monsieur Jeanlin. J'ai bien crié pour les prévenir de s'abriter, mais ils ne m'ont ni vu, ni entendu. Alors, seulement, d'après les fouilles archéologiques et les recoupements des archives et des registres, aucun, à part les 7 survivants à l'époque enfants, les survivants du tunnel, n'est enregistré. C'est là que le livre de Madame Carranza Bayer propose plusieurs hypothèses pour expliquer l'origine, l'apparition et la disparition. Tout est aussi énigmatique de ce muet de 44. Angela Carranza Bayer, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Vous publiez au PUT, les presses universitaires de Toulouse, un ouvrage fascinant intitulé Le muet de 44, homme en noir à l'encre rouge. Expliquez-nous la genèse de cet ouvrage. Donc bien sûr, depuis 13 ans désormais, je suis consultante pour le Federal Bureau of Investigation et la Central Information Agency en matière dilute, c'est-à-dire les encres liquides à usage domestique. Et lors de mes recherches sur la pointe de stylo-plume Wassermann modèle A46, soit d'usage dit cérémoniel, je suis tombée sur la lettre à Odette, dont le bouclé sur les voyages concaves m'a intriguée. En effet, ce modèle est typique de la haute bourgeoisie allemande bavaroise de l'entre-deux-guerres. Mais nous sommes loin du Havre. Exact. Pourquoi ce Gaston écrivait-il avec ce stylo-plume ? Tout est parti de là. Et comment en êtes-vous venu à ce muet de 44 ? Alors, j'ai d'abord cru à une fausse piste. Le manque d'oxygène et la promiscuité au sein d'un espace confiné et obscur peut conduire à la folie. C'est alors que je me suis rappelé que le modèle Wassermann A46 possède une particularité. Non seulement l'encre usitée doit être à densité semi-plasmifiée, sinon la pointe se bouche, mais en plus, le capuchon du stylo-plume ne s'ouvre qu'à l'aide d'un petit mécanisme photosensible, une prouesse technique pour l'époque, inspirée des fameux gadgets du héros du cinéma allemand Blanche-Point Waldberg, le premier agent secret de fiction connu outre-Rhin. Ah oui, on se souvient très clairement de cette célèbre série de l'entre-deux-guerres, interdite après-guerre. On connaît d'ailleurs le funeste destin des comédiens de doublage lors du procès dit des Gémeaux de la pellicule. Je fais une petite anecdote historique, Isabelle. Jugés pour leur affiliation au régime de Vichy. Quand même, exactement. Oui. Exact, tout à fait. Ce modèle destiné aux fanatiques fortunés du personnage de cinéma, qui a plus tard d'ailleurs inspiré James Bond, ne s'ouvrait qu'à un certain angle face à la lumière du soleil. Impossible à ouvrir dans un espace plongé dans le noir. Donc, vous nous dites ce soir que la lettre est fausse. Et oui, et chose étonnante, l'encre domestique utilisée, la 56-27NU de Charbonnel, avant que la maison ne se spécialise en encre pour gravure, est identique à celle utilisée par Mademoiselle Ortiz dans son journal. Troublant, hein ? Oui. Lorsque l'on sait aujourd'hui avec certitude que Charbonnet était en faillite depuis la crise de 29 et reprise par des amis influents de l'état-major allemand depuis lors. Ces encres étaient offertes en cadeau de fin d'année aux officiers supérieurs méritants. C'est fascinant, en effet, mais notre inconnu.
Il n'y a aucun signalement d'un muet grand et possédant un manteau de laine noire strié de rouge au reflet vert, sauf si l'on compare le motif aux techniques de filage et de teinture de l'époque. Il était impossible, en Normandie, d'obtenir un motif si complexe et une teinte aussi chère. Le rouge pomme d'amour, avec ses reflets verts furtifs sur le fil, est obtenu à partir de la Dactylopus coccus viridi, une espèce de cochenille élevée en Amérique latine depuis le XVe siècle pour sa teinture particulière. Or, peu de gens peuvent se l'offrir encore aujourd'hui. Donc, ce mystérieux inconnu viendrait d'une famille fortunée. Bien sûr. Et puis, à l'époque, seul un rejeton de la haute bourgeoisie et aristocratie havraise était muet. Sir Elvis Edward Marshall Valar Firmin Ivan Nottington St. Falkirk, issu d'un armateur anglais et d'une fille d'un obscur négociant en teinture allemand. Mais alors, pourquoi avoir créé des faux témoignages? Ah, je vous laisse découvrir mon hypothèse, Isabelle. Eh bien, écoutez, merci à vous, Angela. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, le mystère reste entier, Isabelle. On sait peu de choses à propos de Sir Elvis Edward Marshall Valar Firmin Ivan Nottington St. Falkirk, excusez mon accent anglais, sinon qu'il possédait des actions dans une compagnie de café au Kenya, qui fit faillite et qu'il dut rester sur le sol français dès sa démobilisation. Alors après la guerre, la propriété des Nottington St. Falkirk fut incendiée et l'on essaya de retrouver Édouard Martial sans y parvenir. Alors les enquêtes, il y a eu plusieurs enquêtes au sujet de sa disparition, mènent toutes à cette nuit du 5 septembre 1944. Alors les archives de l'État est-allemand mentionnent, dans les rapports d'un certain officier, Thorvald von Emmerschmar, corrigez-moi Angela si mon accent est correct. Tout va bien ? Oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Un mystérieux agent double, incapable... cet agent double mentionne un certain personnage incapable de s'exprimer, écrivant sur une ardoise de grande taille et fasciné par la flamme de son briquet, comme on a vu tout à l'heure dans le reportage. Alors vêtu d'un long manteau de laine noire aux stries rouges, très élégant. Alors lors des pourparlers du 2 septembre 1944, donc avant les bombardements, il aurait été présent à l'avant-poste de la ville où se décida le sort des civils. Au moment où les deux parties se serraient la main, le muet de 1944 aurait glissé certains mots à l'officier allemand, ce qui aurait eu pour effet de le mettre en colère et de rompre les négociations. Ceci a clairement scellé le sort des civils à l'époque. Oui, tout à fait. Le mystère reste à élucider puisque le rapport n'a jamais été retrouvé. Alors, après le quartier du tunnel Jenner, nous arpentons maintenant le quartier de l'Eure, actuellement le quartier chaud du Havre, sans plus de détails. Alors, en plus du trafic de viande illégale que nous avons vu tout à l'heure et du trafic d'êtres humains à propos du tunnel, nous avons la chance de connaître un document retrouvé par Alexis Guilbault lors de ses recherches, un document que nous avons restauré, qui provient d'une émission de Jean-Pierre Malavo, Les Petites et les Grandes Histoires, alors précisément celle du 3 mai 1976, pour présenter son livre La fabuleuse route de l'or, paru la même année, ou l'année précédente. Non, l'année précédente, Guillaume, pas 1976, 1975. Merci de me corriger, Isabelle. Donc il y parle de la maison de négoce de Félix Faure, établie dans le quartier de l'Eure justement, par laquelle transitait une partie de l'or en provenance d'Argentine. Alors on écoute son témoignage tout de suite. Alors la véritable question, à mon sens, est celle de l'approvisionnement en or. Et c'est une fascinante curiosité. Il se trouve qu'une partie des ressources transite par la ville du Havre que l'on n'aurait par ailleurs jamais imaginé se trouver sur cette route de l'or. C'est pour ça que j'y consacre une grande partie de mon ouvrage. Je ne pense pas avoir à rappeler qui est Félix Faure. Disons que c'est lui qui est à l'origine de ce phénomène qui relève presque du prodige. Félix Faure, initié au métier du cuir dans son jeune âge, fonde en 1866, avec un associé d'Asselin et ancien collègue, une maison de négoce en cuir, en huile et laine, sous le nom très exotique de Van Houten et Faure. Un an plus tard, en 1867, elle devient la maison Félix Faure et se spécialise dans l'importation de cuir argentin et uruguayen. Et quelques mois plus tard, on y voit transiter de l'or d'Argentine. C'est tout à fait amusant. De l'or acheté au gros auprès des marchands avant d'être revendu aux bijoutiers parisiens.
J'ai suivi un peu le parcours de ce métal précieux et je l'ai retrouvé chez Legrand et Fils. Legrand et Fils, c'est une affaire familiale, une bijouterie visiblement héréditaire, qui vend au 239 rue Saint-Martin les bijoux qu'elle confectionne dans sa fabrique, 9 rue Matisse. Il n'est donc pas étonnant ni anodin que j'ai choisi de centrer mon livre sur la ville du Havre et sur le rôle de plateforme qu'elle jouait sur la route de l'or au XIXe siècle. Alors on pourra me reprocher de m'être focalisé sur un seul détail, mais c'est un choix que j'assume et que je défends. Car c'est cela, de mon point de vue, que doit être l'histoire aujourd'hui, qu'on arrête donc d'écrire ces longs ouvrages pompeux qui ont plus de pages qu'on ne peut les compter et qui se proposent de vous refaire l'histoire de la France en 8 volumes, ce qui est tout à fait aberrant. J'ai depuis tout petit ce goût pour le détail. J'irais même jusqu'à dire le petit détail, celui qui intrigue souvent, fâche parfois mais fascine toujours. Et c'est probablement cela qui explique que je me trouve si bien parmi ceux de la nouvelle histoire. Bloch, Nora, Fèvre, Le Goff, vous en avez parlé tout à l'heure, Jean-Pierre, ce sont eux les grands historiens d'aujourd'hui. Et comme disait Brodel, l'événement c'est l'écume de l'histoire. Partons du détail, le détail est insignifiant mais il permet de dégager les grandes structures économiques et sociales d'une période. Le détail dans mon ouvrage, c'est Le Havre, et c'est là-dessus que repose toute ma réflexion. Alors on pourra me reprocher de ne pas parler des Incas, des pharaons, galions espagnols et conquistadors, me demander ce que j'ai fait des alchimistes, des pirates, de la ruée vers l'or et de l'Eldorado. Mais vous savez, d'autres l'ont fait avant moi et sûrement mieux que je ne l'aurais fait. Je ne veux pas écrire de généralité ni m'essayer à réduire 5 millénaires d'histoire à 300 pages. Ce serait sans grand intérêt qu'on se le dise. Alors oui, mon livre s'intitule La fabuleuse route de l'or, et je n'y parle que du Havre et de Paris, mais c'est parce que l'objectif de cet ouvrage est d'expliquer ce qu'est la route de l'or à partir d'un exemple singulier, et non pas tant d'en retracer l'historique complet. Alors, nous restons de l'autre côté de l'Atlantique pour la partie plus littéraire de cette émission. Puisqu'il faut savoir que Le Havre, s'il a vu passer et accueilli quelques-uns des écrivains les plus emblématiques de la littérature française, tels que Céline par exemple, il a aussi accueilli un des plus grands écrivains internationaux de langue espagnole. Je parle évidemment de Borges. Bonsoir Odomaro Hidalgo. Bonsoir Guillaume, bonsoir Isabelle. Vous proposez un ouvrage qui s'attache à ce passage éclair et très énigmatique de Borges au Havre. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce mystérieux passage de l'écrivain ? Oui, évidemment. Et l'année dernière, j'ai lu un article à le journal France Havre Info. Donc, disait que Borges est venu ici au Havre à l'année 1924. Et il me semble qu'il s'est rencontré avec le poète français Blaise Cendrars. Et je pense que c'est très important de mieux connaître cette histoire. Parce que, bon, on sait la manière, on connaît l'importance de Borges. Et je pense que c'est bon que la ville sache de cette histoire de Borges. D'ailleurs, vous nous avez proposé une lecture d'un des poèmes de Blaise Cendrars qui est en rapport avec vos recherches. Eh oui, c'est un petit poème que Blaise Cendrars a daté ici au Havre à l'année 1924. Et c'est un poème qui... Donc au moment de cette rencontre entre les deux, oui, parce que il me semble qu'il y a eu à l'époque, à cette époque, il y a un événement public dont se sont rencontrés Blaise Cendrars et Borges. Alors Odomaro, vous m'avez confié la tâche délicate et épineuse de faire la lecture de ce poème, donc je m'y attelle tout de suite. Des conduites électriques, une rue populeuse, avec des gens qui vont faire leurs emplettes du soir. Un gazomètre. Enfin, on entre en gare Saint-Paul. Je crois être en gare de Nice, ou débarquer à Charing Cross, à Londres. Je trouve tous mes amis. Bonjour. C'est moi. Le Havre, Saint-Paul, février 1924.
Et donc, est-ce que la venue de Borges, parce que c'est déjà assez extraordinaire d'imaginer ces deux immenses écrivains et poètes se croiser, hein, comme on a vu d'autres rencontres au sommet, telles que cette rencontre complètement ratée entre Proust et, si je me souviens bien, l'auteur d'Ulysse, j'oublie son nom. Joyce. Là, Joyce, évidemment, bien sûr. Donc entre Ulysse et Joyce complètement beurré, a complètement loupé le passage de Proust dans un bar. Enfin, c'est une rencontre ratée. Là, elle a l'air réussie. Mais je pense que Borges n'était pas là uniquement pour rencontrer un des plus grands poètes français, si je me souviens bien. Mais tu sais, vous savez, samedi dernier, j'ai visité la librairie d'occasion qui est ici à la ville de Havre et j'ai parlé avec les propriétaires et il m'a dit qu'il avait décidé sur la visite de Borges. Donc je pense que c'est un bon... il faut faire un entretien parce que le propriétaire de cette librairie a une idée sur la visite de Borges. Donc Borges aurait écrit un ouvrage inédit lors de son passage au Havre. Et oui, voilà. Et le titre, il me semble qu'il s'appelle Le rythme rouge. Et est-ce que c'est inédit? Est-ce que c'est publié? Est-ce que c'est disponible, cet ouvrage de Non, Borges? non. Et en fait, c'est un ouvrage inconnu à lui. D'accord, donc on a uniquement le titre, la date où il a été conçu, mais on n'a pas accès au texte en lui-même. Et je sais qu'il y a des poèmes qui sont très communistes, parce qu'à l'époque, Borges était communiste, et c'est pour ça le titre, le rythme rouge. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait un espoir de retrouver ce texte mystérieux? Est-ce que vos recherches mènent enfin à la découverte du texte? Oui, il faut retrouver cet ouvrage. D'accord, vous faites un appel à l'effort international, national, monde entier, mondial, universel, pour fouiller les archives du Havre et enfin retrouver ce texte inédit d'un des plus grands auteurs espagnols. Merci Odomaro Hidalgo. Merci à vous. Et maintenant, place à la plage musicale. Nous restons au Havre avec Catherine Ringer, Au fil du Havre. C'est un beau
Et le Havre n'est pas vraiment sexy, mais c'est un piège pour le cœur. Quand tu y arrives, t'as un peu peur. Et quand t'en pars, tu pleures. Doris Domergue, bonsoir. Merci d'être avec nous dans notre émission Trappeurs urbains pour cette émission spéciale Ce que LH cache. Vous êtes chercheur à l'Institut Demi-Deuve et vous rédigez depuis 2 ans une thèse sur les inventeurs du 19e siècle et l'imagerie mécanique. Oui. Une des figures centrales de vos recherches est un prénommé Quessin. Plus exactement, François Guillaume Caussin. D'accord. Oui, en ne prononçant pas le « et ». Souvent la faute. Bon, je le note. Et donc, ce personnage serait à l'origine de quelque chose d'assez surprenant, hein, puisque il y aurait un sous-marin, mais pratiquement un demi-siècle avant le roman de Jules Verne. Et oui, effectivement, nous avons plus l'habitude de connaître le Nautilus, qui a donné lieu, ou moins, qui est un personnage assez important dans Voyage au... 20 milieux sous les mers. Voilà, merci, 20 milieux sous les mers. Je repensais au Voyage sur la Terre. Très bon roman, c'est en passant. Voilà. Et donc, du coup, on revient sous cette première vraiment expérience, ou plutôt invention, qu'il a mis en place, avec notamment l'aide des familles spirituelles, son petit groupe, parce que j'aime pas trop utiliser le mot de secte, parce qu'il y a une plus grosse connotation un peu péjorative. Alors pour les auditeurs qui n'auraient pas la chance de connaître la figure de François-Guillaume Caussin, c'est donc un inventeur, un intellectuel et aussi un dirigeant de secte du début du 19e siècle, c'est bien ça ? Effectivement. Qui aurait inventé un sous-marin en bois ? Alors là, c'est là Merci. Ça se voit que vous avez des petites connaissances en histoire. Parce qu'effectivement... on a potassé, hein, Isabelle. Hein. Ah ben oui, parce que du coup, les nautiles, à cette époque, étaient en bois. Et effectivement... On a du mal à imaginer la bête, quand même. Effectivement, ça ne flottait pas vraiment, ça coulait à pic, et il fallait trouver une solution pour y remédier. Et c'est là que, du coup, avec son frère, Jean-Alexandre Caussin, ils ont décidé de monter un nautile avec pas du fer, mais des alliages. Et donc, du coup, avec cette connaissance de la métallurgie, ils ont pu concevoir un procédé pour permettre l'immersion de ce nautile. Et dans le cadre de vos recherches, vous nous avez permis ce soir de découvrir 2 documents inédits à propos de cette invention extraordinaire. Alors je pense que le premier document est bien un extrait du journal du frère de François-Guillaume Caussin. Non, pas exactement. Et c'est là encore, effectivement, c'est les 2 plus connus de la chose, de l'affaire. Mais on a retrouvé dans les archives du Havre, et c'est là toute ma plus grande peine, parce que du coup, ce sont des archives qui commencent à se perdre dans l'histoire, malheureusement pour nous, parce que Internet n'a pas toutes les réponses. Et nous avons découvert, avec une petite équipe autour de moi, d'autres chercheurs, un extrait du journal du curé de l'époque, qui s'appelle François Paris, qui était curé de Notre-Dame du Havre de Grâce, et que du coup, nous aurons la lecture par l'un de mes confrères, qui portera ce texte en voix. Donc nous accueillons Nicolas Zakedou, un confrère de l'Institut de recherche qui va nous lire l'extrait du journal en question. Bonsoir, merci. Bonsoir.
Josselin est arrivé très tôt dans la matinée et c'est à peine si on aurait cru voir débarquer tout un régiment d'Autrichiens. Ses bras lourds ont secoué les portes de l'église et la bâtisse tout entière a tremblé. Je l'ai vu dépasser le bénitier en soufflant comme un bœuf, sans même prendre le temps de se signer. Furieux, je m'apprêtais à lui fourrer la claque et le sermon de sa vie, mais le bougre s'est précipité vers moi tout joyeux en remontant la nef. Dans ses pognes, il serrait un panier généreux, tout plein de feuilles de vigne. Sur les feuilles reposaient 4 bouteilles d'un rouge de rubis merveilleux. « L'année est bonne, mon père, l'année est bonne. Là, mais regardez comme il brille, du vin de comète, c'est moi qui vous le dis. » Il avait raison, le bougre, car non seulement les récoltes de cette année jouissaient indubitablement des faveurs de notre Seigneur, mais les crus des ans passés semblaient également avoir rejoint une maturité délicieuse. Une pureté absolue s'échappait des bouteilles, rivalisant avec l'éclat des nouveaux vitraux. Tout ému par la liesse du bonhomme, je laissais mourir ma mauvaise bile. J'ai déclaré à la cantonade qu'un si bon vin ne devait en aucun cas se consommer seul. C'est pourquoi je destinai les 2 premiers flacons à la Sainte Messe, que je rangeais d'ailleurs précieusement dans la sacristie. Quant aux bouteilles restées dans le panier, nous résolûmes de les apporter à nos brillants esprits, qui à cette heure œuvraient déjà près des flots. Comme aucune livraison de matériaux ne devait avoir lieu aujourd'hui, Josselin et moi avons emprunté un accès plus confidentiel pour les souterrains. Je dois avouer en toute honnêteté que la large trappe aménagée dans la nef me cause bien des tracas, car bien qu'elle soit indispensable au chantier, son emplacement demeure pour le moins inconvenant. Je peine parfois à la dissimuler malgré le grand tapis que j'ai placé dessus et qui va du chœur jusqu'au porche. Sœur Laurence, qui me rendait visite l'autre jour, m'a également confié ses craintes à propos du chantier. Bien que totalement convaincue du bien fondé de cette entreprise, elle redoute les foudres du diocèse de Rouen si jamais ce dernier apprenait l'usage peu commun que nous faisons de la demeure divine. Pourtant, les frères Coessin et moi-même n'agissons que pour la gloire du Très-Haut. Eux-mêmes en sont fort conscients, et ce malgré toute leur science. Car rien ne vient de l'homme. Nos esprits ne sont que des outils conscients dont la seule ambition est de servir la tâche qui leur est soufflée à l'oreille. De même, ce que nous appelons génie n'est finalement qu'un reflet terrestre des idées flottantes, dispersées dans l'éther, dont notre Seigneur reste le gardien et l'inspirateur. Tant que nous marchons dans ses pas, tant que nos bras se lèvent dans l'ombre des siens, nous n'avons rien à craindre. Je pense que je devrais développer cela au cours du prochain sermon. Grâce à la présence des familles spirituelles, mon église est désormais gorgée de fidèles, pleine à craquer à chaque dimanche qui passe. Au bout d'une dizaine de minutes de marche, le vigneron et moi-même avons rejoint le chantier du Nautile. La grotte naturelle résonnait du tapage des travaux et je fus une nouvelle fois saisi par la beauté de cette percée marine, patiemment réalisée au sein de la roche depuis des millénaires. La lueur du soleil d'octobre entrait largement par la cade de pierre et le clapotis des eaux sur le quai improvisé se mariait gracieusement au chant des marteaux. François Guillaume semblait d'excellente humeur. Son frère et lui avaient appris la venue imminente d'un responsable de l'Académie des sciences, un certain monsieur Carnot. Nul doute qu'au printemps prochain, période à laquelle le chantier accueillera la délégation, le Nautile sera apte à rejoindre les Amériques d'une seule traite. Le fond de mon cœur désire ardemment faire partie de ce premier voyage. Et si ma paroisse demeure aussi prospère durant les années à venir, je pourrai sans crainte partir et sillonner le fond des mers. Peut-être qu'enfin, on entendra prier sous l'océan. Rien de notable pour le reste de la journée, les activités ordinaires se sont poursuivies. J'ai recueilli 7 confessions dans l'après-midi. Le petit Christophe ne s'est pas montré de la journée et se cache probablement de la sainte tirée d'oreille que je lui réserve. À noter qu'il faudra se rendre demain collecter les livrets d'œufs chez la mère Pitt, avant 9h. J'enverrai peut-être Colin les prendre si le temps me manque. Aujourd'hui s'achève. Je rends grâce à Dieu. Merci. Merci. Et donc du coup, vous avez vu un petit aperçu de la sensation de l'époque, l'effervescence qu'il y avait autour de ce projet, la fabulosité de la chose, l'utopie. Parce qu'au final, il faut savoir que Coessin est un inventeur utopiste, mais en même temps, il a ce charisme d'attirer à lui ces personnes et donc du coup de monter à bien des projets qui peuvent paraître totalement délirants, mais qui peuvent s'avérer payants. Et c'est ce que nous avons eu du coup avec un certain Lazare Carnot, qui a été évoqué dans le journal et que nous avons retrouvé la trace, dont notamment un extrait de son journal qui nous a permis d'identifier et de savoir comment était le Nautile à cette époque. Et pour cela, nous avons retrouvé dans les archives un enregistrement. Par contre, on a dû faire un petit travail de remasterisation dessus pour qu'il soit écoutable à l'heure actuelle. Je tiens à saluer votre travail vraiment exceptionnel de restauration de ce document historique. En fait, c'est une lecture d'un bout
du journal ou de ce Lazare Carnot, interprété par un acteur de la comédie française des années 50, et oui, l'enregistrement date de cette époque-là, par Yanis Djafri. La Bibliothèque nationale de France tient à sa disposition l'archive du 27e tome de la Revue générale des sciences pures et appliquées, qui, en 1916, a publié une copie du rapport de Lazare Carnot, membre de l'Académie des sciences, envoyé au Havre pour statuer sur l'expérience des frères Cossin, baptisés Nautile. Après contact, la Bibliothèque nationale a indiqué avoir également en sa possession le journal de Lazare Carnot, dont des extraits portant sur cette expérience ont été reconstitués ici. Cette ambitieuse entreprise a fortement alimenté les spéculations au sein de l'Académie. Si mon rapport est positif, le Nautile pourrait écrire l'histoire. Et bien que je ne puisse me permettre aucun billet quant à son étude, je brûle d'écrire l'histoire. Dans une église présidée par un certain curé, Nicolas Paris, ami de Cossin frère et partisan des familles spirituelles, le Nautile se construit. Au milieu des conversations, des clameurs et des cris d'enfants, les ouvriers se relaient autour du vaisseau, tachant le sous-marin de leur sueur et de leurs espoirs. Bientôt, le Nautile se tint devant moi. Un ellipsoïde de 27 pieds de longueur, capable d'embarquer un équipage de 9 matelots, sous-mariniers. La nomenclature correcte reste incertaine. Il s'agit après tout d'une innovation, un pas en avant pour le transport maritime, pour la technologie militaire. C'est le baptême d'une toute nouvelle forme de navigation. Au milieu du fracas des outils, j'observe l'armature d'acier recouverte de cuir et une étrange idée me vient. Une baleine, dis-je. Ce vaisseau ressemble à une baleine. Messieurs Cossin frères m'expliquèrent que la communauté des familles spirituelles s'était mobilisée afin de donner vie à ce projet. Le clergé français ne pouvant ni voulant financer leur entreprise, ils ont décidé d'utiliser cette opportunité offerte par la vie côtière de chasser le marin. La baleine est le plus rentable. Sa graisse est revendue à la collectivité afin de la transformer en éclairage public, et sa chair est revendue sur les marchés et au sein même de l'église. Ils gardent un peu de cette graisse pour éclairer les longues nuits de travail ouvriers, et de cette chair pour sustenter les estomacs de ces mêmes ouvriers fatigués de leur quart. En aparté, il m'avoue également que la baleine, sa fascination, sa force, son opulence légère à travers les courants, les ont inspirés à l'élaboration du Nautile. Comment une bête si lourde peut se mouvoir avec tant de facilité? Si l'homme se doit de concevoir un sous-marin, nul doute qu'il eut maintes leçons à tirer de l'esthétique baleinière. Mes confrères Monge, Biot et Sané sont d'accord avec moi. L'entreprise est impressionnante, un tremplin pour les innovations de demain. Malheureusement, le Nautile lui-même ne pourra être homologué. Sa vitesse est insuffisante, les propulseurs sont défaillants et, par ailleurs, 2 hommes faillirent s'évanouir tant l'air manquait dans l'habitacle. Malgré cela, et tel que l'Académie le lira dans la conclusion de mon rapport, il n'y a plus maintenant de doute qu'on puisse établir une navigation sous-marine très expéditivement et à peu de frais, et nous croyons que messieurs Cossin frères ont établi ce fait par des expériences certaines. Doris, un petit mot, une petite réaction à ce document exceptionnel que vous nous avez confié. Merci encore. De rien. Comme vous pouvez le voir, ou même vous l'aviez entendu, c'est une entreprise qui était vraiment très minutieuse et qui montre toute l'ingéniosité de du 19e siècle, voire après la Révolution française, qui avait eu tout cet élan d'inventivité, de vouloir toujours créer quelque chose pour innover et pour rendre plus facile la vie des autres. Et c'est pourquoi je vous renvoie aux ouvrages de François-Guillaume Cossin, qui a une bibliographie assez longue et qui
heureusement pour nous, est tombé dans le domaine public et se trouve gratuitement sur Internet très facilement. Et pour vous en citer un plus particulièrement, c'est le Journal des économistes, revue mensuelle de l'économie politique, volume 1, avec l'article, pour être précise, page 302, de François-Guillaume Cossin et ses ouvrages qui est daté de 1844. Avec ceci, vous avez toute sa bibliographie. Et c'est beaucoup mieux que Wikipédia. Oui, alors ici, nous aimons la précision. Nous pouvons aussi rappeler que ces ouvrages sont disponibles sur Gallica. Effectivement, et notamment avec tous ces procès-verbaux, parce qu'il faut savoir que c'était un agitateur notoire et qu'il s'attirait les foudres de chacun, dont notamment Saint-Simon, avec qui il a fait un duel et qui l'a remporté. Bon, encore plein d'histoires donc à découvrir. Très grand personnage. Doris Domergue, merci. De rien, merci à vous. Je tiens à rappeler à tous nos fidèles auditeurs que toutes les archives, tous les documents, vous pouvez les retrouver sur le site de notre émission Trappeurs urbains. C'est important à préciser. Ah oui, pour tous ceux qui nous écouteraient sans avoir un calepin en poche et le bic idoine, hein, parce qu'effectivement, avec toutes ces informations, ce serait dommage de les perdre. Voilà, donc nous allons bouger vers le quartier Saint-Joseph, alors un quartier qui est connu pour sa cathédrale Art déco. Oui, et puis qui est peu connu pour une autre histoire. Ah oui, un mouvement musical tout à fait unique qui nous sera présenté par deux musicologues de l'Institut de Midoff, Brittany Comment et Christine Govaz. Bonsoir. 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 Alors d'abord, un petit exemple musical. Saint-Joseph, 2018. Nous sommes entrés un jour de novembre par curiosité dans ce monument phare de Perret. C'est amer pour les marins qui rappelle la guerre, la destruction et ses morts, mais aussi la résurrection, les lumières dans les vitraux. Saint-Joseph, aujourd'hui, impose sa structure de béton armé, promesse de ne plus faillir. Les pas frottent. Le regard à notre hauteur, on bute sans arrêt sur du gris, sur les piliers et leur symétrie sur cette forme carrée. Nous sommes poussés jusqu'au centre pour lever les yeux sur la tour lanterne, le négatif intérieur évidé du phare que des foules viennent visiter, comme nous. Mais Saint-Joseph, début des années 80, pendant quelques mois, a de quoi étonner, de quoi décoiffer. Il ne reste plus grand-chose, mais nous avons chiné une cassette plutôt rare. À force de creuser, nous avons trouvé des pépites. Cet enregistrement, pour le moins surprenant, est loin d'être un cas unique. Nous sommes tombés sur un véritable filon. Le son que vous avez entendu s'est répandu sur le Havre dans les années 80. Ça avait même un nom. Des groupes se fédéraient sous une bannière, le mouvement Cat-et-Punk. Le Cat-et-Punk, un nano-mouvement musical qui a fait toute sa vie au Havre, une vie fulgurante. 4-5 ans tout au plus dans les années 80. C'est né dans une cave ou dans une grange, pas loin de la ville, et les gars allaient jouer ça dans différentes églises de la paroisse. Parce que Cat-et-Punk, comme son nom l'indique, c'est du punk catho. Le punk était contre l'institutionnalisation. Plein de messages autodestructeurs, nos futurs, symbole de la rébellion des jeunes. Alors comment peut-on faire du Cat-et-Punk lié à l'institution avec un grand I de l'église catholique? En fait, c'était simplement des gars qui voulaient s'amuser facilement. Ils n'avaient ni l'argent ni l'envie pour des cours de musique, pas l'argent pour avoir des instruments aux effets techniques perfectionnés. Le punk, c'est très accessible au niveau sonore. Des guitares électriques, une basse, une batterie, du chant, et c'est tout. Pas besoin d'être virtuose. Pour le volet catho, ça serait pour des raisons pragmatiques. D'un côté, les groupes avaient beaucoup de mal à trouver des lieux où répéter et faire des concerts. D'un autre côté, l'église connaissait déjà des baisses de fréquentation. On a donc une belle opportunité qui se présente. L'église veut se moderniser pour attirer plus de jeunes, et les concerts semblent être un bon moyen
Donnant, vous avez besoin d'un local, on a besoin de monde. Ces jeunes n'étaient pas forcément pieux. Comment sont-ils arrivés à des paroles pleines de foi ? On peut se poser la question. On ne devient pas croyant du jour au lendemain. Il ne faut pas oublier qu'il s'agissait d'enfants de la reconstruction. Ils n'ont pas connu le Havre d'avant-guerre, ils ont grandi dans un espace dévasté, tant physiquement que moralement, peut-être avec de la famille en proie à certaines questions identitaires. Le catépunk a dû servir à ne pas succomber à la morosité. Plus que des messages pour croyants, il s'agissait de paroles porteuses d'espérance pour construire l'avenir. Lors de nos recherches, nous avons trouvé une personne qui a bien voulu nous livrer un témoignage. Nous l'écoutons tout de suite. À l'église, pour écouter les sound effects, je me suis dit, waouh, c'est pas du tout apaisant en fait. Pour moi, en tout cas, ça l'était pas. Ça a écrasé tout ce béton et la tour au milieu quand je me suis avancé et que je l'ai regardé avec ces vitraux qui montent là comme une flèche. Ça m'a fichu le vertige. Le jour de la répète, je suis arrivé en retard, je me rappelle me retrouver devant l'église, sa façade grise, ses vitraux bien ordonnés, ça faisait plein de petits trous qui se suivent et ça m'a carrément fait rigoler de les savoir là-dedans, à s'acharner sur leurs instruments. Oh, c'était beaucoup trop fort, la saturation directe de la guitare de Fabrice, ça grésillait. Je les avais imaginés debout sur l'autel en marbre de 700 tonnes à faire des pogos. Eux s'étaient installés dans un coin à droite, sous une ligne de vitraux, je crois bien que c'était pour l'alimentation électrique. Ils avaient dit un truc comme « Bienvenue dans notre palace » ou quelque chose dans le genre. Et là, les cloches avaient sonné. Tu vois, tout ça, c'est pour nous. Gilles le chanteur, il en faisait toujours trop au niveau jeu de scène. Là, c'était le summum. Il avait frotté ses chaussures avec la cire des cierges, il glissait sur le sol, les frottements en plus des instrus. Le voir gueuler comme ça, se mettre à genoux sous les cierges pour chanter. Vous avez vu ça? Oh, les cierges comme des groupies, quoi. Sauf que sa veste, elle avait pris feu, on avait bien flippé. Hein. On avait éteint ça tant bien que mal et ça avait laissé une grosse traînée noirâtre sur le mur de l'église. Puis à la fin de la répète, c'est Gilles qui est venu me chuchoter à l'oreille. Pas que l'escalier en colimaçon, hein. Il n'y en a qu'un qui peut l'emprunter, un seul à la fois. Ah, on est tout seul dans sa foi. Il faisait le malin. Nous recevons maintenant Christine, amatrice de rock et de punk, pour nous parler plus en détail de l'évolution de cette mouvance catépunk. Bonjour. Donc Christine, vous étiez proche des sound effects pendant leur période mystique ? Oh, tu sais, c'est marrant, mais non, je les connaissais juste comme groupe. Et alors, ça leur a pris d'un coup, cet élan de foi ? Tu sais, c'est un peu comme... tu te souviens quand Coluche s'est présenté aux élections ? Au début, c'était une blague, une super blague même, mais je crois qu'à un moment, tu te prends forcément au jeu, tu commences à un genre d'auto-hypnose. Oui et non. En fait, au début, c'était même pas top comme groupe. Ils faisaient surtout des reprises de gros trucs américains ou même des trucs piqués à des potes. Là, par exemple, on a entendu Crucifié, mais à la base, c'est les Pacemakers, ça. J'ai jamais entendu ce morceau jouer sur place, mais à un moment, ils ne jouaient presque plus qu'à l'église. C'était presque chez eux et ils y répétaient tout le temps. Ils sont même devenus bons à la longue. Hein. Vous n'avez pas l'air de tellement apprécier les sound effects. Ah, c'est pas ça, mais il faut être réaliste. Leurs bons concerts, c'est les derniers et il en reste pas de traces. Les conneries du début, c'était super pour tout le monde, mais le son violent, le son profond, vraiment unique qu'ils ont eu à la fin, c'est autre chose. C'était un truc vraiment particulier.
pas comme les groupes qui passent sur Nostalgie, hein. Il parlait même de demander à la paroisse de commander un orgue. On a souvent présenté Gilles comme le vrai mystique du groupe. Vous pensez que c'est seulement son influence qui a poussé les sound effects à devenir le symbole havrais K-T-Punk ? Gilles c'était pas un parolier à l'origine, il touchait surtout à la gratte et il était un peu bas du front. Les paroles qu'il a posées sur les morceaux les plus tardifs étaient bizarres, surtout venant de lui en fait. Il parlait presque toujours de résurrection, de mourir pour ses frères et toutes ces histoires de rédemption, en fait, ça faisait un peu chier ses potes. J'ai même pensé qu'ils allaient le virer du groupe, mais non, apparemment ça devait plaire aux autres. Mais c'est assez fou de penser que la paroisse n'a à aucun moment demandé à avoir contrôle sur les textes. Il faut se remettre dans le contexte aussi. L'église était pleine comme jamais et il y avait un rapport assez sain avec le curton. En fait, tu vois ce que je vais dire, le côté jeune et énergique, au début ça lui a plu et même les petits débordements, ça passait. Mais quand c'est devenu sérieux, je les entendais déjà plus trop à l'époque, mais on m'a dit que Gilles s'engueulait tout le temps avec tout le monde au sujet de ses textes et même de sa scéno. Il était à fond dans une mystique, quoi. Leur dernier concert, c'était un truc super long, avec 3 morceaux autour de la renaissance du Christ en femme. J'ai jamais vu un public aussi gêné. Personne savait où se mettre. La musique était bien, mais ça collait plus du tout avec l'ambiance. Mais vous croyez que c'est ça qui a mis fin à la vague K-T-Punk, ou on peut encore attendre un revival dans les années à venir ? Le nom du K-T-Punk, c'était Gilles. Et je pense que sans lui, il y aura pas vraiment un renouveau. Et vu comment ça a fini, je peux te dire qu'on risque pas de le revoir. Ils se sont pas fait virer, mais c'est tout comme... J'ai cru comprendre que le groupe s'est dissous après son ultime concert à Saint-Jean et que Gilles est parti vivre en Angleterre. Eh bien, merci Christine. C'était un plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Également. Et donc voilà, un dernier morceau pour la route, c'est Fixed Up, Things Get Better. Et oui, maintenant, une dernière... on va arriver au dernier quartier du Havre. Isabelle, c'est une nouvelle un peu moins rock'n'roll, hein, c'est un peu triste. Hein. Ah oui, là, on change d'ambiance tout de suite, Guillaume. Alors, nous allons nous diriger vers le quartier Danton, historiquement le quartier de la... prison. Eh oui. Et qui, au travers de l'histoire et de divers aménagements urbains, commence à renaître peu à peu. Oui, et ce que nous allons écouter maintenant, c'est une captation sonore en immersion dans le quartier Danton, où les micros d'Alexis et Valentin ont enregistré 2 amis de la rue. Paul et... Valentin. C'est ça. Ils ont retiré les bancs. Il fait pas beau aujourd'hui. Les bancs, là, ceux sur lesquels on s'asseyait. C'est pour ça qu'on est debout ? C'est pour ça qu'on est debout.
À s'asseoir avec la pluie, on aurait eu le cul mouillé. C'est toujours mieux que s'asseoir par terre. On fait quoi? On reste debout? On n'a qu'à aller sous l'arbre. On sera à l'abri. Il y aura des bancs là-bas. Il y a un muret. Un mur sur lequel on peut s'asseoir. On est bien ici. J'ai les pieds trempés. On est bien ici. Et de la boue plein de pantalons. C'est vrai que c'est pas agréable d'être mouillé. On est au sec au moins maintenant. C'est en venant que je me suis trempé. Regarde, la friche est toute boueuse. On n'allait pas rester. Et debout. Ici, on est au sec. Sous l'arbre, sur le mur de briques. Et tu vas sécher. En attendant, j'ai froid. Ne tombe pas malade. Ça arrive vite ces derniers temps. Je te l'interdis. L'autre jour, dans la queue, il y avait ce grand type qui s'est vomi dessus, debout. Tu m'entends? De quoi? Tomber malade. Tu vas me le refiler après. Faudrait pas. De toute manière, je ne suis pas contagieux. Qu'est-ce que tu en sais? Je ne l'ai jamais été. Malade? Contagieux. Vas-y, tombe malade. C'est ce qui va arriver. Tu es déjà sec. On est bien ici. Tu vois? Je vois un grand vide, herbeux, de la taille d'un terrain de foot, mais sans les cages. Il y a un sentier qui le coupe en deux. Avec la saison, il se change en boue. On y est passé tout à l'heure. C'est là qu'on est venu. Sans ce gros tas, on aurait contourné et j'aurais pas eu les pieds mouillés. Tu te rappelles de comment c'était? Plus plat. Avant, la friche. La friche? Il y avait quoi à la place? De la friche? Oui. Il y a toujours eu la friche. Tu ne te rappelles pas de la prison? Où? À la place de la friche. Je te suis plus. Tu vas voir. Ça recommence. Tu es mouillé, je suis mouillé, nous sommes trempés. Et après? C'est toi qui en reparlais. Qu'est-ce qu'on fait? On change de point de vue. Je voyais la friche mais plus la prison. On y est, par étapes. Le tas de gravats... Tu m'as dit de l'oublier. Avant le tas de gravats. Je vais nous éclairer. T'as un téléphone, toi? Tu vois? Me le mets pas dans la gueule, ça rend aveugle ces trucs-là. C'était pas comme ça avant? Bon. Il y avait. Continue. Les jardins partagés. Il y avait de l'ambiance. Les familles, les gamins qui bêchaient ou qui ramenaient le compost. De la terre pleine de vie. Des parasites. Ça grouillait, ça attirait les insectes. Des nuisibles, des rongeurs, des rats. La contagion. Et des renards. Ça mord, ça a la rage. Sinon ça reste dans les forêts. Ça n'a rien à faire en ville. J'aimais bien les fruits et les légumes. Un Garenne, ici, en liberté, tu trouves ça bien? Avec tes familles, tes gamins? À cause d'eux et de leur potager, il y en a un qui furetait partout sur la place. On pouvait pas l'attraper. Fallait lui lâcher les chiens. Il y en a plein dans le quartier. C'est ce qu'il s'est passé. Mais il se foutait sous les voitures. Vous avez fait comment? On n'a pas pu. J'ai failli l'avoir. Des jeunes l'ont rabattu vers mon banc. Il m'est passé entre les jambes. J'ai senti ses oreilles me glisser dans la paume. Elles étaient comment? Chaudes. Dufteuses, un peu râpeuses. Longues et pointues. C'est là que j'ai su c'était vraiment un Garenne. Pas un lapin d'appartement. Un lapin d'appartement? Un Garenne. C'était ça la terreur du quartier? Ils en vendent tous les samedis au marché. Ils vendent pas d'animaux au marché. De la viande. Il était vivant. C'est pareil. Tant qu'on les mange, y a pas à avoir peur. C'est comme les fruits et les légumes. Tu crois? J'en suis sûr. Ça va. Il fait nuit. On retourne s'abriter? Pas encore. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que tu te souviennes. Ce vide, la friche, au centre d'une ville, tu trouves ça normal? Quel vide est ce mur-là? Celui où on s'est assis? Non, là, au milieu de la prairie. C'est le mur d'expression libre. Expression libre? Des artistes, des peintres viennent y faire ce qu'ils veulent. Tu sais le goût, le besoin qu'ont ces gens de s'exprimer. Ils se défoulent. Ils sont en colère? Ils sont artistes de rue. C'est légal. La liberté, c'est légal? Les murs, ça m'écrase. T'as perdu l'habitude. Il y a des choses belles des fois. On peut aller voir. Éclaire-nous les pieds qu'on se casse pas la gueule. Je vais plus avoir de batterie. Tu m'avais parlé de peinture? Ouvre tes yeux. Pas de graffiti. C'est quoi, de la brique? Des espèces de lettres. Mais je peux pas les lire. C'est ça le problème? Ça s'efface? On peut déchiffrer encore. À peine. C'est quoi le message? D'écrire sur le mur.
Il y a des cris. Merde. Merde à celui qui lit. Plus de batterie. Merde à celui qui lit ou plus de batterie, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est le geste. Tu vois des lettres, je vois de la peinture. Je vois plus rien. Tu te trompes. La lumière t'aveugle. On n'a pas besoin de voir pour l'art. Tu tournes le dos au mur. Parce qu'on le sait quand c'est de l'art. Prends cette balle. Elle sort d'où? Elle était à nos pieds. Qu'est-ce que tu vois? Plus grand chose. Elle doit être boueuse, salie. Si je te dis qu'elle est jaune, qu'elle brille, que c'est le soleil de notre nuit. C'est de l'art. C'est de la poésie. Je peux en faire moi aussi. Expression libre. J'ai envie de jouer avec. Poc. Tu peux. Poc. Comme quand on allait en promenade. Tu te rappelles? Poc. Je me rappelle. Poc. Il y avait ce mur. Il était plus haut. Poc. On jouait contre. À la taper après le rebond avec la paume. Poc. C'était bien sûr. Comment ça s'appelait déjà? Poc. La paume. Poc. On fait une partie. Tu vas attirer les chiens. Poc. Il y avait pas de chien quand on jouait avant? Poc. Pas besoin. Poc. Arrête. Poc. Expression libre. Poc. Constant? Poc. Constant? Quoi? Ça bouge dans les fourrés. T'as qu'à y aller voir. Je vais réessayer avec mon téléphone. T'as plus de batterie. Ça peut marcher avec le flash. T'as vu? Je te l'avais dit. Constant? Cours! On était à 2 doigts de se faire attraper. Par quoi? De se faire mordre. Y avait rien. Tu m'as dit cours! C'est toi. Le grognement. Ça t'a fait peur? Les yeux oranges derrière les hautes herbes. T'as la photo? On peut regarder. J'espère que ça va pas couper. Je sais prendre les photos, mais je sais pas les retrouver. Passe-le-moi. Alors? Les yeux. C'était des fleurs. Montre! C'est éteint. Le noir total. Vous foutez quoi là-haut? On est monté se mettre à l'abri. On était poursuivis. Il y avait des chiens, pas comme celui-là. Peut-être des fleurs, mais elles grognaient. Vous avez rien à foutre là. Il y a des barrières autour. On est en sécurité. On bougera pas. Va falloir. Sinon quoi? Je vous fous dehors. Ah oui. Ah non, pas dehors, il fait froid. Vous vous foutez de ma gueule? T'as pas froid, toi? C'est mon métier. Comprenez, mon camarade. Comment pourrions-nous être plus dehors que nous ne le sommes déjà? Ça, c'est pas mon problème. C'est quoi ton problème? Je vais dégager, c'est une propriété privée. Des grillages défoncés autour d'un tas de cailloux. Je crois que c'est là pourquoi? Pour nous protéger des chiens. Pas ça, les chiens? Non, pas trop. Ils bavent. On dirait qu'ils sont tout le temps en manque. Mais on sait pas de quoi. D'amour? Ils veulent jouer ou ils veulent mordre? Le mien, il a plus trop envie de jouer. Je me permets de nouveau de vous interrompre. Mon ami n'est en aucun cas menaçant vis-à-vis de vous et il est désarmé. Vous êtes à l'inverse accompagné d'un chien dangereux de première catégorie qu'on ose espérer en règle. À l'instant où vous lui ôterez sa muselière, il sera considéré comme une arme d'attaque. Êtes-vous bien certain de vouloir que les événements tournent de la sorte? Un clodo avocat? Un clodo? Je vais aller chercher les collègues, qu'on rigole ensemble. On verra bien qui fait les malins. On lui a bien fait fermer sa gueule. Clodo. On me la fait pas à moi. Je sais de quoi je parle. Je connais mes droits, je connais la loi. Il a dit Clodo. C'est ça qu'on est? Des clochards? Tu crois? On est tout le temps dehors à jouer au même jeu, même la nuit. Il faut bien s'occuper. Sinon on s'ennuierait. J'aimerais bien faire autre chose des fois. Tu voudrais faire quoi? Dormir? Il fait trop froid. La nuit est pas faite pour dormir? Pas dehors. Pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas? Il faut un toit pour ça. Mais on en a eu un de toi. Oui. Où c'était? Ici. C'est pour ça qu'on vient ici tous les jours? Jouer pour le retrouver? Vas-y. C'est pas pour le retrouver. C'est pour se rappeler. On joue à se souvenir. Notre maison, elle était là. C'était pas la place de la friche, c'était la place de notre maison. Elle était immense, la plus grande du quartier, avec des hauts murs pour nous protéger des chiens.
On jouait à la balle, il nous aurait embêtés. C'était super. On faisait rien que jouer, dormir et manger. On dormait beaucoup. J'étais tout le temps dans ma chambre, elle était toute petite. J'avais même des toilettes et un lavabo dans un coin. J'avais pas à en sortir. Je voulais sortir, mais on me disait que c'était l'heure ni de manger, ni de jouer. J'avais pas à sortir. Je pouvais pas sortir. Je tapais sur ma porte, elle était lourde et froide. Ça faisait un bruit dingue avec l'écho dans le couloir. Personne me répondait. Ferme ta gueule, t'as qu'à dormir. Je voulais pas dormir, je voulais sortir, je voulais jouer à la balle. Pas me souvenir. Je veux pas me rappeler, je veux être dehors. Je m'en fiche d'avoir un toit, je m'en fiche d'avoir froid. Je veux plus dormir, je veux être dehors. Je veux plus de maison. Je veux plus de maison, je veux jouer toute la nuit à oublier. Viens Constant, on arrête de se rappeler. Je te poserai plus de questions. On jouera qu'à la balle, à la lancer, à la rattraper, on échangera. Ce sera bien comme jeu. Tu vois ? Constant, ce sera bien comme jeu. Tu vois ? Alors Isabelle, mon cœur se remplit de tristesse puisque nous allons quitter maintenant la zone du Havre pour nous diriger vers une zone limitrophe, plutôt vers Sainte-Adresse, jusqu'au bout du monde. Et que va-t-il se passer au bout du monde ? Alors, il est temps d'aller prendre un grand bol d'air, n'est-ce pas, sur ces falaises. Savez-vous, Guillaume, que chaque année, ce sont plus de 1000 mètres cubes de falaises qui disparaissent ? Je suppose que dans ces 1000 mètres cubes, il n'y a pas que des roches qui, s'effritant, tombent dans l'eau et font plouf. Je pense que c'est d'une richesse plus importante que ça. En tout cas, dans ces débris, il y a quelques mystères. Que nous allons découvrir tout de suite. La falaise se brise. L'espace autour en a gardé la trace. Calcaire, pierre, craie. 50 000 mètres cubes de roches en chaos de poussière. On a parlé des causes. La roche, calcaire, lourde, brillante, s'est défaite sous la pluie. Elle a roulé sous son propre poids. L'éboulis forme de gros blocs de roches nouvelles. C'est l'accumulation de toutes ces chutes. On les appelle des chaos. En Normandie, ce matin, on a trouvé le chaos sur la plage. Allongée seule au pied des falaises, elle pousse fort avec sa langue pour déchausser les plus fermement accrochés et les laisse baigner dans le fond de sa bouche, morte. Derrière les gros rochers qu'on voit au bout du monde, là, les très gros rochers. C'est un petit enfant qui a cassé sa pelle. C'est fou. Qui flottille au fond de l'eau. Puis elle contracte sa langue, la raidit en pointe, tourne à travers la salive et les dents qui s'entrechoquent, choisit la plus grosse, légèrement râpeuse, calcaire, la cale entre ses mâchoires, donne de petits coups pour s'assurer qu'elle est correctement positionnée, et la fracasse violemment. Et l'enfant, il fait quoi ?
La scène est irréelle. Les baigneurs sont nombreux en cette belle journée estivale sur cette petite crique tapissée de galets. Au milieu des arcs-en-ciel de serviettes et de parasols, les enfants rient en pataugeant dans l'eau, leurs parents les astiquent de crème solaire, le vent souffle dans les oreilles et ventile les peaux humides. Et puis, un murmure. Un à un, les regards se dirigent vers la gauche, vers la falaise de craie. Certains adultes se lèvent, cherchant probablement des yeux leurs bambins. Il n'y a aucun cri, aucun mouvement de panique, tandis qu'un large pan de falaise se détache de son bloc, se précipite dans le vide et s'écrase sur le sol en contrebas, dans un épais nuage de sable. Avant qu'on commence, ils nous ont distribué des gants pour qu'on se protège les mains parce qu'il y avait des morceaux de métal qui dépassaient de partout, des gravats. Ils nous ont aussi donné des sacs poubelles, des grands sacs poubelles transparents, et puis quelques consignes de sécurité. Et après, les pompiers nous ont dispatchés sur le terrain, sur le talus, mais c'était immense, quoi. C'était, je sais pas, entre le pied de la falaise et la mer, ça faisait 30 mètres de long, facile, sur 3-4 mètres de hauteur. Une espèce d'énorme éboulement comme ça, avec des pierres énormes. Et voilà, et en plus des volontaires comme nous, je sais pas, on était une vingtaine en tout, il y avait une dizaine de pompiers, 3-4 types de la mairie, et puis voilà, des volontaires. Et on a cherché pendant 2 heures, on a fouillé pendant 2 heures, comme on fouille une avalanche, quoi. Avec mon frère, il nous avait demandé d'aller sur la zone la plus proche de l'eau, en fait, juste à côté de la mer, là où les vagues s'échouent. Et voilà, on a fouillé comme ça. Il y avait parmi nous, il y avait une journaliste de France 3 qui était là avec son micro et qui posait des questions, qui nous demandait ce que ça faisait de fouiller et d'essayer de retrouver un corps parmi tous ces gravats. Voilà, c'était un peu étrange. Et non, ce qui m'a marqué, c'est jusqu'à un moment, j'ai déterré une espèce de motte de terre, une espèce de grosse motte de terre. Je l'ai attrapée par une touffe d'herbe, comme ça, je l'ai soulevée. Et genre, mon frère a cru que c'était une tête. Voilà. Mais non, on n'a rien trouvé. Je pense que ce serait un enfant. Il n'y a qu'un enfant qui peut croire ça. Ouais, je pense, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gosse. Centonien supérieur, centonien inférieur. Qu'est-ce qu'on veut trouver derrière la falaise? Qu'est-ce qu'on veut trouver sous les débris? On a trouvé quelque chose. En fait, on a trouvé quelque chose sous les falaises. On a retrouvé autre chose que de la craie. Qu'est-ce qu'on veut y trouver? On a cherché pour voir si on pouvait trouver quelque chose. Donc il était avec ses parents, au bout du monde. Son papa venait d'offrir des jolies fleurs. Et voilà, c'était la 27e édition de votre émission Trappeurs urbains, ce que LH cache. Une émission sur les mystères de la ville du Havre qui donnait carte blanche aux chercheurs de l'Institut de Midov. Elsa Serre, Anne Nobert, Alexis Guilbeault, Pierre Autoxier, Joseph Fabreau, Lisa Diaz, Doris Domergue, Yanis Diafri, Odomaro Hidalgo, Léonore Bayache, Baptiste Lannes, Marjorie Ricord, Aileen Manceau, Ella Coutances. Merci aussi à nos intervenants et à nos experts. Brittany Comment, Christine Covaz, Angela Karen Sabayer, Vincent Lebaudot. Merci bien sûr à Nicole Carigaris, la directrice du centre de recherche qui a bien voulu nous prêter ses chercheurs ce soir. Merci toujours et encore à Emmanuel Lalande à la technique.
Nous tenions également à remercier aussi de tout cœur les archives de l'Association des sciences de l'exploitation technique et bien sûr l'ambassade d'Argentine. Notre émission touche à sa fin, mais nous serons heureux de vous retrouver très bientôt pour la 28e édition de Trappeurs urbains. À vous les studios.